Retrouvez dans un instant une rencontre avec l'écrivaine, poétesse et essayiste Annie Lebrun, enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 7 juin 2023. Annie Lebrun vient du surréalisme, elle a publié des poèmes et des essais tels que Et soudain un bloc d'abîme, Sade en 1986, Ce qui n'a pas de prix en 2018 ou encore Ceci durera cela, Images, Regards et Capital avec Jory Armanda en 2021 aux éditions Stock. Elle aborde autant la question sensible que la critique sociale. Ce jour-là, elle présentait en dialogue avec Pierre Cadars son ouvrage La vitesse de l'ombre, publié chez Flammarion. Mais nous sommes ravis de retrouver. Elle vient juste d'arriver. Son train a eu du retard. Donc, merci, Annie, d'être encore une fois parmi nous à Ombre Blanche, autour de ce livre magique, toujours pareil, d'une véritable profondeur et résistance. Donc, merci pour tout ce que vous êtes. Et j'aimerais particulièrement remercier aussi Pierre Cardars, l'ami de la librairie. Je sais qu'il n'aime pas ça, qu'on le dise, qu'on le remercie. Mais voilà, merci Pierre d'accompagner Annie pendant cette rencontre. Voilà. Annie, on y va ? On y va. Bon. En préparant cette rencontre, je suis retombé sur un article très ancien de Libération qui vous était consacré et on vous présentait comme la mécontemporaine et on reprenait également une phrase de Gérard Guégan qui disait que vous étiez la grande démolisseuse. Alors est-ce que c'est des termes qui vous choquent, qui vous conviennent ou comment c'est pour déjà donner le ton général. Oui. Voilà. Donc, mécontemporaine. Mécontente. Mécontente. Je suis pas mécontente. Mécontente, c'est pas assez fort. Mais donc, je suis pas. Ça me dérange pas. Et démolisseuse, ça me dérange pas non plus. Mais c'est pas seulement ça. C'est ça, c'est tout. Oui. C'est-à-dire, c'est simplifié un peu trop vite. Un peu. Bon. Oui. Alors, est-ce que je peux quand Parce même... que je suis pas une entreprise de démolition. Mais puisque plutôt, c'est bien parce qu'il y a des choses qui m'émerveillent et qu'il n'y en a pas assez. C'est pour ça que je suis très souvent révoltée contre ce monde qui empêche justement. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas déjà ou qui ne sont pas venus à des rencontres précédentes à Ombre Blanche, puisque je crois que c'est la 3e ou 4e fois au moins que vous venez, Je sais pas, si ce n'est plus. Donc, je rappelle que vous avez participé à partir de 63 aux activités des groupes surréalistes et que vous avez publié régulièrement des livres depuis cette époque ou des ouvrages ou des articles. Je cite quelques pistes pour qu'on comprenne très bien où nous allons. Plusieurs ouvrages avec des illustrations de doyens sur lesquels nous reviendrons. C'est sur le champ, c'est tout près des nomades. C'est également, ensuite, vous avez participé à la grande exposition qui a eu lieu il y a quelques années sur Toyen au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. L'an dernier, oui. L'an dernier. Donc ça, c'est déjà une piste. Deuxièmement, vous n'avez pas eu que des amis au féminin, lorsque dans les années 70, vous avez pris parti très nettement contre le néo-féminisme en disant que c'était une sorte de stalinisme en jupon. On pourra y revenir tout à l'heure. La suite semble vous avoir donné raison. Certaines craintes que vous aviez se sont avérées tout à fait aujourd'hui d'actualité. Il y a également d'autres pistes dans votre travail, dans votre démarche. C'est par exemple tout le travail que vous avez fait autour de Sartre. De Sade. De Sade. C'est intéressant d'ailleurs de se tromper. C'est pas tout à fait pareil parce que Sartre n'a pas été tellement dans les auteurs, mais c'est plutôt Sade, et en particulier en participant, en organisant l'exposition qui a eu lieu au musée d'Orsay, 2014, je crois. Oui. 2014. Oui. Et donc, et également sur tout ce qui touche de Sartre, de Sade, le roman gothique, le roman noir.
Oui, oui. C'est-à-dire il y a un ouvrage, bon, je donne quelques titres, c'est par exemple Les Châteaux de la Subversion. C'est également donc sur Sade, Soudain, un bloc d'abîme, c'est qui est ressorti d'ailleurs en livre de poche. Si Oui, je- oui, 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 oui. Bon. Oui, oui. Voilà en gros ce Ouais. que ont été les principaux axes de Oui. votre démarche. Mais dans cette démarche, comme beaucoup de surréalistes, la peinture, ou disons les arts plastiques, ont toujours eu une place privilégiée. Et le dernier livre dont nous allons parler aujourd'hui joue sur le rapport que l'on peut avoir avec l'image ou avec certains tableaux. C'est une démarche très personnelle. Oui, oui. C'est-à-dire que, faisant cela, vous partiez un petit peu à l'aventure en ne sachant pas très bien... Complètement. C'est-à-dire que je pourrais dire que ce livre-là, je ne l'ai pas fait exprès, parce que, dans le fond, les dernières années, depuis 4-5 ans, enfin, j'avais été très, d'abord, choquée par l'enlaidissement du monde, et ce qui m'avait amené à laisser ce qui n'a pas de prix, où je me suis aperçue que, pour aller très vite, cet enlaidissement du monde était lié au fait que tout d'un coup, on se trouvait dans un moment où le capital avait décidé la marchandisation de tout, c'est-à-dire après avoir exploité le monde extérieur, la surface du monde extérieur, les profondeurs du monde extérieur, tout d'un coup, il s'agissait aussi de faire de l'argent avec ce qui jusqu'à présent résistait encore, c'est-à-dire le monde intérieur, et donc qui essayait de coloniser justement notre vie sensible. Bon. Et ça a commencé comme ça, et au fur et à mesure, en analysant tout ça, je me suis rendu compte que l'art contemporain était impliqué dans tout ça, et de ce fait, j'en suis venue à l'image. Et la chance a fait que j'ai rencontré un graphiste qui s'appelle toujours Yuri Harmanda, qui vit à Vienne, qui est aussi philosophe, et quand on a parlé ensemble, on a pu constater à quel point l'image était devenue une sorte de point névralgique de notre monde, en particulier que dans la mesure où avec Internet et surtout avec ce passage avec la distribution, c'est-à-dire avec les smartphones, c'est-à-dire que il n'y a plus de différence entre la production et la diffusion de l'image, que tout d'un coup, l'image était devenue à la fois l'agent privilégié du capital comme moyen, comme source intarissable de bénéfices, et d'un autre côté, comme moyen de contrôle. Et c'est là où il y a eu cette sorte de vertige qui a été le nôtre quand on a commencé à réfléchir là-dessus, parce que c'est maintenant, c'est l'image qui est l'enjeu essentiel. Et comme de son côté, Armanda et moi-même, avec la filiation que vous avez évoquée, j'ai tellement aimé les images. J'ai vécu des images, c'est-à-dire j'ai vécu des images qu'on a vues, qu'on peut voir partout, mais aussi l'image, en réfléchissant à l'image, c'est vraiment le début de notre rapport au monde. Et enfant, la première fois, quand j'ai eu à 7 ans, on m'a donné ces livres, un pop-up, là, c'est tout d'un coup de pouvoir rentrer dans l'image, tout a basculé à partir de ça. Donc c'est aussi parce que j'ai tellement aimé les images que au fur et à mesure, j'étais traumatisée presque. Enfin, j'étais choquée par ce qui se passe actuellement avec les images, et a fortiori avec ce qui se passe avec l'intelligence artificielle et ce qui se fabrique là, que, bon, quand l'an dernier, ou il y a 1 an et demi, quand une jeune éditrice de Flammarion, Emmanuelle Lay, a pris contact avec moi et m'a dit « J'aimerais bien que vous fassiez une sorte de musée imaginaire ». Alors là, je me suis dit « C'est quand même, c'est pas tellement le moment, parce que du coup, cette critique radicale que j'avais faite de ce qui se passe à travers les images, maintenant, je ne vais pas commencer à collectionner quelques images en disant « Voilà, c'est mon musée imaginaire ». De toute façon, ça n'a intérêt pour personne. Mais, dans le même temps, au fur et à mesure qu'on développait cette critique-là avec Armanda, comme lui aussi était aussi un fou d'images,
on se disait, mais quand même, c'est pas possible, il y a quelque chose. Comment est-ce qu'il y a encore des images qui tiennent, qui échappent à cet asservissement auquel les images sont soumises actuellement. Ce qu'on appelle le métavers. En fait, le En- métavers. Entre autres, mais oui, bon, c'est tous les développements développements possibles. d'image. Bon. Et en réfléchissant à cette proposition qui m'était faite, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de voir s'il y a encore des images qui tiennent. Et voilà le point de départ du livre. Et j'ai dit, bon, je vais faire ce livre-là parce que je n'avais pas du tout envie que ce soit une fuite esthétique, où je retrouve mes petites images et que le monde continue à se dégrader comme il se fait. Donc c'était ça qui m'importait. Et en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques images qui m'accompagnaient, qui m'avaient accompagnée longtemps, depuis longtemps, et avec cette qualité-là, que ces images n'avaient aucune valeur affective pour moi. Donc, de ce fait, c'était presque un gage de, je ne dirais pas d'objectivité, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais qu'il y avait quelque chose dans ces images qui me paraissait échapper ou avoir en elles la force d'échapper à l'asservissement de l'image qui se produit actuellement. Dans un livre où vous repreniez certains articles, dont des articles qui n'avaient pas paru, c'est À distance, oui. Vous disiez qu'il s'agisse des êtres ou de ceux qu'ils produisent, on aime vraiment que ce qui n'en finit pas de se clore sur sa propre énigme. Oui. Est-ce que ces images vous intéressaient parce que justement elles conservaient une part d'énigme? Oui, c'est ça. Et au départ, je me suis pas rendu compte de ça au départ, mais j'ai vu qu'il y avait, disons, au bout du compte, j'ai une dizaine, 10, 12, 13 images. Et qu'est-ce qu'elles ont, ces images? Et effectivement, je me suis rendu compte que ces images-là, elles avaient quelque chose d'irréductible. Elles avaient cette énigme-là, cette dimension énigmatique dont vous parlez, et que c'était ça, en quelque sorte, qui les sauvait. C'est-à-dire, on ne pouvait pas les réduire à quelque chose. Elles n'étaient pas interchangeables. En fait, du moins pour moi, on n'avait pas réussi à les asservir. Et pour vous-même, il y avait encore une part de mystère qui restait. Vous ne prétendiez pas avoir fait le tour et tout expliquer. Et comment? Et surtout pas. Donc, j'ai essayé de voir qu'est-ce que c'était. Et c'était cette part d'ombre. Et la part d'ombre qu'il y avait dans ces images, c'était comme si, non seulement ça les sauvait, mais il y avait comme s'il y avait une énergie et comme une vitesse qui les entraînait, qui les faisait partir ailleurs. D'où ce titre, La vitesse de l'ombre. Et je me suis dit, je vais les suivre. Je ne savais pas où j'allais. Donc, du coup, ce livre est une sorte de carnet de bord pour savoir où ça va me mener, qu'est-ce que c'est. Il y a une phrase, je crois, de Marcel Duchamp, disant que c'est le regardeur qui fait le tableau, ou ça doit être à peu près la phrase. C'est ça, oui. Est-ce que ces images, justement, vous en apprenez sur vous-même? Vous avez l'impression que, tout en faisant cet itinéraire à travers diverses images, on reviendra tout à l'heure dans le détail de ce qu'est cet itinéraire personnel, est-ce que chaque fois, il y avait un point où vous résistez, où vous apprenez quelque chose de plus? Oui, les deux. C'est pour ça que, quand j'ai vu comment... Ce qu'il y a eu aussi qui m'a fascinée, c'est peut-être beaucoup dire, mais qui m'a intéressée, qui a fait que j'ai continué, c'est que j'ai vu que non seulement il y avait ces images-là, on peut en citer quelques-unes. Oui, on va le revoir. En vrac, cette image très connue, la chasse nocturne d'Uccello, mais aussi il y avait des images, il y avait des photos. Inattendues, des choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, il y a une photo de Raymond Roussel à 3 ans. Le dessin érotique de Picasso qu'on ne voit pas si souvent. Voilà, des choses comme ça. Tout d'un coup, c'est arrivé, mais c'est pas... Bon, il se trouve que c'est des choses qui certaines sont dans l'histoire de l'art, mais d'autres pas du tout. Ça aurait pu être aussi une image de film. Tout d'un coup, c'est des images qui étaient porteuses de ça. Et j'ai vu de cette énigme-là, et j'ai vu aussi comment, bizarrement, ces images qui n'avaient rien à faire ensemble se regroupaient.
Oui, vous parlez d'images en fuite Et, également. voilà. Et donc ces images en fuite, et où me menait cette fuite? J'ai vu que certaines se regroupaient par 2 ou 3, de sorte à faire après ce que j'ai appelé des constellations. Et ce faisant, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passait dans ces constellations, de quoi il s'agissait. Donc j'ai un peu forcément là plutôt réfléchi pour essayer de comprendre ce qui était en jeu, et effectivement j'ai appris et sur ces images et un peu sur moi-même, mais ça a beaucoup moins d'intérêt. Et du coup, ce qui m'a paru très très important dans cette constellation, c'est que ces images, par les constellations qu'elles faisaient, ouvraient un autre espace. Alors justement, page 120, je reprends une phrase que vous citez. Vous dites « Ce voyage, je l'ai commencé sans savoir où j'allais et je l'ai poursuivi jusqu'à m'apercevoir que chacune de ces étapes dessinait en filigrane un appel à l'insurrection lyrique. » Oui. Cette insurrection lyrique, comment vous définissez? C'était quoi? C'était une manière de réagir par rapport à une image qui se présente à vous, qui vous ouvre d'autres horizons, qui vous... D'abord, oui, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose là. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'elle dessinait? Donc il y avait une curiosité qui faisait que l'énigme engendrait une autre énigme. Voilà. Et bon, là, dans le train, par hasard, j'ai regardé un livre et on citait un truc de Baudelaire qui dit, à propos du rêve, il faut vouloir et savoir rêver. Et ce qui se passait, c'est que cette constellation me donnait l'énergie d'essayer d'en savoir plus. Et bon, j'ai vu des choses s'ouvrir, un autre espace qui s'ouvrait. Et à un moment, je dis, c'est comme si c'était quelque chose entre l'indicible et l'invisible. Quelque chose était... Jusqu'à présent, j'avais jamais vu quelque chose s'ouvrir comme ça dans le rapport des images, parce que non seulement ces images dessinaient quelque chose, bon, sur un point précis, où on y reviendra tout à l'heure éventuellement, mais ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que cette constellation ouvrait une sorte de nuit commune. Et tout d'un coup, c'est comme si ces images nous replongeaient dans cette nuit vers laquelle nous retournons tous les soirs, quoi, qui est celle du rêve. C'était cette obscurité-là, c'était une obscurité, je sentais que quelque chose d'important se jouait. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, avec cette démarche-là, bizarrement, c'était une démarche politique. Parce que ces images se disposaient de façon complètement, qui allait complètement à l'encontre, justement, de la façon dont les images nous sont présentées, aujourd'hui les unes après les autres, sans aucun espace autour d'elles. Il y avait aussi les techniques d'image compressées. Et je me suis rendu compte qu'une des censures effrayantes de ce temps, c'était qu'on nous censurait l'espace. L'espace où nos gestes, nos rêves, nos impulsions pouvaient se déployer. Or, maintenant, il n'y a plus cet espace-là. Il n'y a plus l'espace que l'image se déploie. Il n'y a plus l'espace de ça. Et on voit très bien la reconfiguration de la perception qui se fait justement avec le monde numérique, c'est-à-dire il n'y a plus d'espace que cet espace à 2 dimensions. Ou alors, pour ce qui est du temps, on sait très bien qu'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de moment intermédiaire, puisque c'est le présent sans présence qui s'impose. Mais pour cette histoire aussi d'espace, c'est-à-dire qu'on a un espace sans profondeur, mais aussi complètement, qui a complètement effacé la notion d'infini, la notion de perte de vue. Et là, il me semble que c'est une censure importante sur laquelle on n'a pas assez insisté, qui est cette censure de l'espace qui se passe. Donc, si vous le voulez bien, on va reprendre rapidement l'itinéraire que vous suivez. Commence, justement, on a parlé de la nuit tout à l'heure, ça commence par Blanc sur Blanc, par un dessin de Marcel Duchamp, Avoir l'apprenti dans le soleil, et Le jockey perdu de Magritte, thème qu'il a repris à plusieurs reprises en modifiant.
Et vous dites qu'il y a dans les deux œuvres, alors je suis désolé de ne pas avoir un système pour projeter les dessins et les œuvres, la même sidérante blancheur, que toutes deux se rejoignent à montrer quelque chose qui a commencé et que rien ne paraît pouvoir arrêter. Le dessin de Marcel Duchamp, c'est une... Je ne sais pas si je peux le montrer d'ici, de loin. Mais enfin, hop. C'est un dessin au crayon. Un cycliste. Un petit cycliste. Qui monte une sorte de ligne. De portée. C'est une portée musicale. C'est le papier des portées de... Je ne sais pas, bon, vous êtes au fond, vous ne devez pas voir grand-chose. Et le tableau de Magritte, c'est un thème qu'il a repris à plusieurs reprises. Oui, oui. C'est un cavalier dans un paysage... Le jockey perdu. C'est ça qui est important. C'est le jockey. Donc c'est un cavalier qui doit faire sa performance, qui est pris dans un circuit. Or, le coup de génie du tableau, c'est que... il s'en va. Il s'en va. Il prend la tangente dans les grandes largeurs et il s'en va dans quoi ? Dans un paysage de neige, dans une blancheur qui remet en question tout, en quelque sorte, tous les pays, tout, pas tout le paysage, mais tous les paysages. Alors, le dessin de Duchamp date de 1914. Le Jockey perdu, c'est la version 1942. Et donc, vous dites que l'une et l'autre de ces deux œuvres nous parlent autant d'une quête que d'une conquête. C'est-à-dire qu'il y a également cette part d'inconnu. Oui. On ne sait pas où va le jockey, on ne sait pas où va le cycliste. Ouais. Et le tout sur un fond très blanc, qui est inquiétant par rapport à ce qui peut se passer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est complètement ouvert. Tout d'un coup, il y a ça, quelque chose, et on ne sait pas du tout quel est cet espace, puisqu'il n'y a aucune perspective dans cet espace. C'est un espace, donc on bascule, à mes yeux, je basculais avec le rapprochement de ces deux images, c'était la grande porte ouverte vers le monde imaginaire, aussi par cette question, cette soif insatiable de l'infini, pour reprendre les mots de Lautréamont. Mais bon, c'est quand même la question de l'infini aussi qui se pose et qui a fait aussi que les images nous fascinent parce qu'elles ouvrent toujours vers un ailleurs, quoi, en principe. Et vous citez d'ailleurs dans cette première partie Walter Benjamin à propos de Naples, parlant du monde des passages, définissant la ville de Naples. Oui, donc c'est dans un petit texte de Walter Benjamin qui est très, très intéressant parce que justement, il montre à quel point, lui qui toute sa vie a cherché des passages et à réfléchir sur les passages, donc qui fait que sous l'architecture officielle, enfin, que tout d'un coup, quelque chose d'autre circule. Et son émotion, parce que c'est de l'ordre de l'émotion, à Naples, quand il voit cette ville où tout communique, il parle même de porosité. Et là, j'ai eu l'impression aussi qu'il y avait quand même une possibilité de passer et de ne pas rester dans la prison d'images dans laquelle on est, parce que c'est ça qui est aussi dramatique, c'est qu'on en est arrivé à ce qu'on habite maintenant une prison d'images. Alors, le deuxième chapitre, si tant est qu'on puisse parler de chapitre, puisque c'est plutôt différents épisodes de cette avancée, il y a 3 œuvres. Une photo d'Alfred Jarry au lycée Henri IV, qui date de 1893. Oui. Alfred Jarry, je ne sais pas si on voit. Ensuite, une photo tout à fait inattendue de Raymond Roussel à l'âge de 3 ans, petit garçon en serrant une sorte un signe, oui. Et puis, vous le rapprochez d'un tableau plus connu de Parmigianino représentant un autoportrait au miroir, avec un miroir bombé. Oui. Et vous regroupez ces 3 œuvres sous le titre de Barricades mystérieuses. Le terme est employé à une pièce de musique de Couperin. Alors, les barricades mystérieuses, c'est des cils. Ah, oui, mais bon. Qu'est-ce que sont ces barricades mystérieuses ? C'est très mystérieux. Hein. Depuis toujours,
quand j'ai vu ce truc de Couperin, ce titre-là, il y a quelque chose de merveilleux. Et je n'ai pas été la seule à avoir été fascinée, parce qu'il y a aussi ce poète très intéressant des années 50 qui s'appelle Olivier Laronde, qui a écrit un recueil donc, sous le titre Barricade mystérieuse. Et alors, il y a eu plein d'interprétations, parce que aussi avec Couperin, on ne sait pas pourquoi. Mais il n'empêche que le rapprochement verbal, il y a quelque chose de formidable là-dedans. Et je cherchais. Depuis longtemps, j'avais cherché cette histoire des barricades mystérieuses, qu'est-ce que c'est, jusqu'à ce que j'ai trouvé dans un dictionnaire que, dans le langage précieux, les barricades mystérieuses, c'était les cils. Et ça, pour moi, j'ai trouvé ça absolument merveilleux, que d'avoir l'idée de faire ça. Bon. Et j'avais ça en tête. Et puis, quand il y a eu l'histoire de ces images-là, que se sont présentés, dans le fond, 3 regards qui, moi, me bouleversent. Les 3 portraits que vous avez montrés, qui sont... parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'il y a dans ces regards-là. Et il y a ce qu'on pourrait maintenant, je peux dire, une sorte d'innocence sauvage. Et donc, c'est à la fois parce qu'ils nous regardent et ils ne nous regardent pas, ils sont ailleurs. Et à nouveau, c'est des êtres qui sont habités par quelque chose de si fort que, effectivement, ils nous emmènent ailleurs. Ils nous emmènent ailleurs. Donc, c'est aussi, je pourrais dire que leur regard était des barricades mystérieuses, c'est-à-dire parce qu'il y a eu des regards comme ça nous protège aussi de la bassesse, de l'indignité du monde, parce qu'il y a eu cette sorte de personnage avec ces regards innocents, cette innocence-là irréductible, qui est commune, même si c'est tout à fait différent, mais aussi bien à Jarry, à Roussel et à Parmigiano. Donc j'ai misé complètement sur ces regards qui ont cette souveraineté inaliénable, mais qui est liée à une forme d'innocence, pour moi. Oui, de Jarry, vous dites un regard prêt à tout pour affronter notre nuit et l'insondable mouvance de ceux qui nous y interrogent. Roussel, tout est possible au seuil de l'infini, dans ce regard d'enfant. Et Parmigianino, cette envie de contrefaire toute chose selon son caprice. Oui. Ah oui, parce que c'est aussi très intéressant il y a dans le de voir portrait comment... de Parmigianino, c'est une boule de bois. Bombé, et avec la main au premier plan, qui est disproportionné par rapport... Oui, parce que à ce moment-là, c'était donc, on a trouvé la technique des miroirs bombés. Oui. Et ce qui est d'étonnant, c'est que en tant que peintre, que tout jeune homme, Parmigianino s'est fait fabriquer une boule de bois qu'il a coupée. Et sur cette boule de bois, il a fait son autoportrait comme si c'était un miroir, enfin comme si c'était dans un miroir convexe. Et là, il y a quelque chose qui est, à mon avis, très fort, parce que cette forme aussi, c'est se mesurer aussi à une sorte d'infini, c'est-à-dire d'essayer de passer de l'autre côté pour retrouver cette sorte de... voir au-delà, ce que vous dites. C'est ça, de merveilleux qui est là. Et avec cette sorte de maîtrise incroyable qui est celle du Parmigianino. Donc, et ce qu'il y a pour moi aussi entre Jarry et lui, c'est quand même des très jeunes personnes. Hein. Ils ont à peine 20 ans l'un et l'autre. Alors, on reste dans les regards. Maintenant, regard sans alternative, avec à la fois une photo... Je vois que le choix est très varié, de Jacques-Henri Lartigue, Bibi à Marseille, une gravure anonyme pour une édition de Sade de 1797, et puis un tableau plus connu, ou un fragment de tableau, on en reparlera, de Vittorio Carpaccio, qui est Deux dames vénitiennes. Alors là, c'est des regards, on ne sait pas où ils vont. Ils sont justement dérangeants parce que l'objet regardé est absent. Oui. Elles sont, donc c'est des femmes, hein, c'est des femmes. Et elles sont toutes de profil. Oui. Donc on ne voit pas leur regard, mais en même temps, pour moi, c'est des images fascinantes. C'est-à-dire
elles sont habitées par une intensité incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ce regard qu'on ne voit pas ? Elle voit quelque chose qu'on ne voit pas. Est-ce qu'elle voit quelque chose même ? Et là, alors, ça m'a vraiment... je voulais savoir de quoi il est question là-dedans. Pourquoi je suis fascinée par ça ? Voilà. Le premier la photo de l'article, donc je ne sais pas si ça donne une idée, c'est donc une femme de profil avec un bateau et qui regarde, mais pas de face. Le regard et le visage est de profil. Et plus étonnant, donc, c'est cette scène d'une illustration de Sade. Et vous expliquez dans le détail le rôle joué par les trois personnages. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est Juliette avec son amie Clairville qui est en train de jeter dans l'abîme la princesse borghese. Alors, en contrepoint ou en complément de ce choix, vous présentez un dessin qu'on ne connaît pas, ou une œuvre de Picasso, qui est une œuvre érotique de 1902, qui est environnement vaginal. Alors, comment vous en êtes arrivé à cette œuvre que je n'avais moi jamais vue reproduite, je dois dire. Peut-être qu'elle n'est pas très connue. Pour répondre là pour le truc de Picasso, le dessin de Picasso, il y a longtemps, il y a eu une très belle exposition qui s'appelait Picasso érotique. Ah oui. C'était il y a très longtemps. Et on m'avait demandé un texte. Et à ce moment-là, on pouvait choisir, pour les participants au catalogue, on pouvait choisir la période de Picasso qui intéressait. Et moi, j'avais été très intéressée justement par les débuts de Picasso, parce qu'il est évident pour moi que Picasso est complètement obsédé par la question érotique. Et de voir ces dessins, qu'il y a des dessins de bordel, il y a des dessins... mais en même temps, tout de suite, ça part très loin. Et c'est à cette occasion que j'avais vu ce dessin. Donc, cette femme qui regarde, dont le regard est un vagin, elle est à l'intérieur de son propre vagin. Il y a quelque chose de complètement fascinant. Et dans le même temps, il y a une réplique d'ailleurs où il y a un phallus, un homme à l'intérieur d'un phallus, mais ce dessin-là est le plus intéressant. Et puis il avait disparu, je l'avais complètement oublié. Et puis il a réapparu dans une vente l'année dernière. Voilà. Mais bon. Et également, là, c'est peut-être un clin d'œil à une actualité plus proche. Vous mettez ces œuvres en rapport avec une photo qui a été diffusée un peu partout au moment de l'assassinat de Ben Laden, et où il y a tout le groupe dirigeant des États-Unis autour du président des États-Unis qui regarde, et on devine qu'il y a des renseignements qui leur sont donnés dans la partie gauche de la photo, mais tous ces regards sont de profil, et on ne voit pas ce qu'ils regardent. Donc ils sont censés assister à l'exécution de Ben Laden, mais ce qui est très intéressant, parce que c'est encore une image où on ne voit pas ce que regardent les paysages, et bon, c'est aussi, on voit bien comment le pouvoir détient l'image. Maintenant, le pouvoir passe par l'image, mais c'est pas depuis longtemps, c'est comme ça le rapport du pouvoir et l'image. Bon, on sait bien qu'est-ce qui se passe dans les Ménines de Velázquez, hein. Mais bon, ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi quelle était la dimension érotique qui se manifestait dans ces regards de femmes qui ne regardent pas. Et pourquoi ont-ils cette force-là ? Et donc, c'était comme une sorte d'interroger une sorte de pouvoir de fascination qu'il y a, enfin, moi que j'ai vu beaucoup, qui
qui arrive souvent chez certaines femmes. Tout d'un coup, elles sont là, elles ne sont pas là. Et c'est ça qui m'intéressait de voir ça. Et je me disais, où j'ai vu ce regard, où j'ai vu ce regard, quels yeux il y a, quels yeux animent ce regard. Et tout d'un coup, je me suis souvenue du petit dessin de Picasso, là, que vous avez montré, et qui était quelque chose d'étonnant, parce que aussi, c'est cette femme qui elle-même regarde, en quelque sorte, contemple la nuit sexuelle, pour reprendre. Mais c'est le même regard absent que celui du personnage central des Demoiselles d'Avignon que vous présentez également. Oui. C'est-à-dire dans le célèbre tableau de Picasso, où il y a différents personnages. On sait très bien que Avignon était une rue de bordel à Barcelone, pas le pont de la ville française. Et là, il y a ce même visage étonnant du personnage central. Oui. Alors, ce qui est étonnant, justement, parce qu'on voit bien que tout le tableau de ce tableau qui a une telle importance dans l'histoire de la peinture, il est justement le centre, le point central du tableau, c'est le regard hébété du personnage qui est là. Et ce qui n'est pas, je pense, c'est pas du tout un hasard, c'est que Picasso, donc, il travaille pendant des années de façon secrète à ce tableau, mais il le fait au moment où il est le plus près d'Apollinaire, au moment où Apollinaire, lui, fait cette anthologie des diables amoureux, les maîtres de l'amour, les maîtres de l'amour, et c'est là, à ce moment-là, que Apollinaire le premier reconnaît l'importance décisive de Sade. Et étant donné la proximité de Sade de Picasso et d'Apollinaire à ce moment-là, il est évident que c'est vraiment une sorte d'interrogation très forte de la nuit sexuelle. Et aussi, pour justifier ce que j'avance ici, c'est pas un caprice, parce que pendant longtemps, ce tableau, s'est appelé le boudoir, c'est appelé le bordel philosophique. Donc, ça veut dire, c'est la philosophie dans le boudoir, hein, c'est au moment où Apollinaire s'occupe de la philosophie dans le boudoir. Et qu'est-ce que fait là Picasso ? Il met la peinture dans le boudoir. Parce qu'à partir de ce moment-là, quelque chose change complètement dans l'histoire de la peinture. C'est que tout d'un coup, le sujet de la peinture, à ce début du XXe siècle, va devenir le désir. Et avec cette question fondamentale, que pose le désir, c'est comment représenter le désir, c'est-à-dire comment représenter quelque chose qui est irreprésentable. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir que dans certains portraits de femmes, il y avait tout ça. Enfin, c'est ce que je ne le savais pas au départ, mais il m'a semblé que c'était ça qui était en jeu. Alors, la suite, vous reprenez un tableau que vous aviez déjà présenté dans d'autres ouvrages qui est de toute évidence un tableau qui vous pose beaucoup de questions, c'est La chasse nocturne de Paolo Uccello, qui est un tableau donc de 1470, donc de la Renaissance italienne, où il y a différents chasseurs, mais on tourne en rond, la proie n'est pas évidente dans ce tableau. Et c'est justement l'absence de proie qui pose problème. Oui, et puis c'est l'énigme à l'état pur pour tout le monde. Enfin, je sais pas, je suis loin d'être la seule, en fait. Et c'est aussi pour ça que ce tableau est célèbre. Mais à nouveau, pour moi, c'est vraiment une représentation justement de la nuit qui nous hante et que justement, vers laquelle les images nous conduisent aussi, et vers laquelle ces images en fuite, à nouveau, m'ont ramené. Parce que tout d'un coup, aussi, en réfléchissant à nouveau à ce tableau, je me suis rendu compte que toutes les images qui déferlent aujourd'hui et par lesquelles on nous colonise continuellement, c'est des images sans ombre. C'est des images qui ont perdu leur ombre. Et c'est aussi dramatique pour les images que ça avait été perçu de façon dramatique par les romantiques, l'homme qui a perdu son ombre. C'est quelque chose. Qu'est-ce que c'est l'homme qui a perdu son ombre ?
c'est beaucoup plus grave que l'homme qui a perdu son âme, parce que l'homme qui a perdu son âme, bon, il peut faire ce qu'il veut, il peut la racheter ou non, etc. Mais l'homme qui a perdu son ombre, c'est en quelque sorte la possibilité d'être au monde, c'est la question de la souveraineté ou non. Et quand j'étais en train de faire ce livre-là, non, à la fin de l'été dernier, il y avait une amie qui me demande qu'est-ce que je fais. Alors j'étais un peu embêtée, c'était comme je ne savais pas moi-même où j'allais. Je lui dis vaguement un peu là ce dont on parle. Ah, elle me dit, c'est bizarre. Il y avait une dame devant moi avec son petit garçon qui devait avoir, d'après ce qu'elle m'a dit, 5-6 ans. Et le petit garçon, il marchait au soleil. Et le petit garçon a dit à sa mère, mon ombre me fait grandir. Et paraît-il que la mère n'a pas du tout relevé ça. Et quand j'ai entendu ça, mais j'ai dit, ça y est, maintenant je sais pourquoi j'ai écrit ce livre-là. Parce qu'effectivement, notre ombre nous fait grandir. C'est-à-dire, elle nous donne la profondeur, elle nous donne aussi cet espace de pouvoir, tout d'un coup, elle nous fait plus grand que nous sommes. Enfin, elle nous donne une idée qu'on peut être plus grand que nous sommes. Et aussi, érotiquement, c'est quand même très fort. Parce que aussi, on sait bien que le monde est plus grand quand on est amoureux. Oui, vous écrivez aussi à ce propos, quelque chose incite à forcer le centre obscur pour se projeter au-delà de l'image, telle une cible reculant à l'infini. Oui. Et c'est ce qui explique qu'il y a également dans le même ensemble ce tableau de Picabia, La Nuit espagnole, il date de 1922, et avec donc cet effet de cible et d'ombre et de lumière. Et la cible, c'est toujours la question de l'infini, quoi. C'est ça. Et bon, tout d'un coup, j'ai compris pourquoi ce tableau-là m'obsédait depuis que je l'avais vu. Et également, il y a donc cette part érotique, la dimension érotique qui lie le regardeur à l'objet regardé. Oui. Et dans tous ces tableaux, peut-être le fait que la cible ne soit pas évidente renforce la part érotique. Mais oui, parce que de toute façon, bon, on sait bien comment on a un peu réfléchi sur la façon dont le regard fonctionne et qui a ce côté, tout d'un coup, c'est une sorte de focalisation sur un détail. Et à partir de ce détail-là, le monde se recrée, un autre monde s'ouvre. Et ça, c'est le principe même de la poésie, si on peut dire. Et tout d'un coup, la partie est capable d'éclairer le tout. Je vous cite là une fois encore, page 88. Pour ma part, je sais que s'il est encore possible de faire de la nuit le cœur battant du jour, c'est qu'il est des images qui deviennent nos paysages pour se faire le lieu de passage clandestin de toutes les images en quête de leur ombre. Au tout début, j'ai retrouvé dans Sur le champ, qui est l'un des premiers livres que vous avez publié. Oui, qui était plutôt la poésie. La dernière phrase, c'était « Mes cernes n'ont pas fini de s'agrandir, c'est avec les yeux que je dévore le noir du monde. » Ah oui, c'est comme ça. On retrouve... Oui. Alors, continuons encore la promenade, si on tentait qu'il s'agisse d'une promenade, avec le chapitre suivant. Alors, je suis obligé de jongler avec le bouquin. C'est les paysages à clé, avec deux curieuses reproductions, l'une toujours de Parmigianino, représentant un portrait de femme. Et on parlera du détail. Oui. Et il vient d'arriver à Paris, je signale. Parce qu'il est normalement, c'est un des chefs-d'œuvre du musée de Naples, de Campo di Monte. Et il y a un échange actuellement entre Paris, entre le Louvre et ce musée de Naples. Et il y a 2-3 jours, je l'ai vu. Et puis un tableau de Toyen, qui est Les affinités électives de 1970. Alors, ce qu'il y a de commun entre ces deux tableaux, je le dis pour ceux qui ne peuvent pas les voir, c'est qu'il y a une sorte d'animal, Zibbeline ou Hermine, et que c'est peut-être ce détail qui
donne tout un mystère, enfin, qui contribue à renforcer le mystère, plutôt, de ces deux tableaux très différents. Oui. Parce que là, vraiment, c'est... Bon, avec le tableau de Toyen moi, que j'ai vu, que je connais bien, c'est vraiment l'énigme complète. Et quand il y a quelques années, donc c'est un sofa qui est fait de telle sorte qu'on dirait aussi un animal. Enfin, c'est comme un animal couché. Et tout d'un coup, de ce sofa sort une sorte de petite hermine. On ne sait pas si c'est comme si elle était réelle. Hein, tout d'un coup, elle est vivante. Ou on ne sait pas. Et l'hermine tient quelque chose. Il y a les dents qui sont là. Or, en regardant bien le splendide portrait de Antea du Parmigianino, la jeune femme a une fourrure splendide, une sorte de zibeline, qui se termine comme avant, quand sûrement vous avez vu ces anciens trucs de fourrure, quand il y avait la fausse tête avec les yeux de verre. Moi, quand j'étais petite, ça me fascinait. Et souvent, il y avait quelque chose, la bouche, il y avait les dents. Et là, non seulement donc il y a ça, mais quand on regarde bien le tableau, de la bouche là, il y a une sorte de gourmette qui sort comme si l'animal tenait quelque chose dans la bouche. Et là, ce qui fait que le tableau, on ne sait pas plus s'il est vivant. Quelque chose d'extrêmement violent se trouve là dans ce tableau, comme la violence du tableau de Toyen. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Pourquoi ? Et pour moi, c'était évident qu'il y avait quelque chose. Et bon, et alors évidemment, j'en suis revenue à la question érotique, et avec aussi ce couvre, justement avec cette façon du désir de se focaliser, et qui tout d'un coup déchire, dans le fond, les perspectives habituelles, et fait que le monde devient tout autre. Parmigianino parlait du détail comme précipité du désir. Oui. Et Toyen, c'est le moment d'une métamorphose où il n'est plus ni sujet ni objet, mais où le dehors et le dedans de l'être sont pareillement en jeu pour révéler l'espace bouleversé et bouleversant de l'imaginaire amoureux. Ah oui, c'est de ça dont il s'agit. Et alors, ce qui nous amène au tableau suivant, qui est le tableau de Courbet, connu ô combien, qui est la naissance du monde, et que vous rapprochez de tous les paysages de Courbet. Et de paysages en général. De tous les paysages en général. Oui. Parce que bon, tout d'un coup, parce que là j'ai vu qu'il y a quelque chose c'est dans le détail que quelque chose, dans la charge érotique du détail, le paysage s'ouvre, des paysages s'ouvrent. Et connu. Par hasard, j'avais relu, ou j'ai relu en même temps, le Orlando de Virginia Woolf. Et par moments, ce livre est extraordinaire, hein, Orlando. Si vous n'avez rien à lire, je recommande, parce que c'est absolument fascinant. Et donc on voit que c'est une interrogation sur le désir d'un bout à l'autre. Et puis en plus, surtout au moment aujourd'hui où il y a toutes les histoires de transgenres, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Orlando traverse l'histoire, traverse les siècles, en étant tour à tour un homme ou une femme. Et donc c'est ça aussi qui est très, très fascinant, comment Virginia Woolf montre aussi qu'il n'y a pas de spécificité du désir féminin, qu'il n'y a pas de spécificité du désir masculin. C'est que quelque chose, c'est cette force qui nous traverse et qui, chemin faisant, ouvre des paysages. Et c'est de ça dont il s'agit. Oui, donc il y a à la fois le tableau très connu de Courbet, et le tableau de André Masson, qui avait été fait pour Jacques Lacan, pour dissimuler, je ne sais pas. Toujours est-il que, si je me suis référée à Courbet, c'est que longtemps, je me demandais, c'est un truc spectaculaire, surtout au moment où c'est apparu caché, ça a été longtemps caché jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau d'aussi d'extraordinaire. Et le hasard a fait que j'ai été le revoir de près. Et là, je me suis aperçue que Courbet avait peint ce sexe en gros plan comme un paysage.
comme un paysage avec tout. Enfin, quand on voit la façon dont il peint la chair, dont il peint cette sorte de gouffre qui est le sexe, c'est un paysage. Et aussi, on s'aperçoit que dans le même temps, vraiment au même moment, il est en train de peindre les gorges de la Loue étant la rivière de son lieu natal, mais c'est évident qu'il peint le même tableau. Mais je me suis aperçue de ça, et en plus, ce qui m'a aidé à voir ça, c'est le cache qu'en a fait Masson à la demande de Lacan. Donc, je ne sais pas, vous connaissez peut-être l'histoire du tableau. Donc, ce tableau, donc, commandé par un érotomane turc, je crois, oui. Bon, et donc, avait été fait par Courbet. Courbet avait fait un truc coulissant qui était un château, un paysage de neige, voilà, qui faisait que quand on voulait, on pouvait fermer et ouvrir. Bon, et puis ce tableau a voyagé, etc., jusqu'à ce que, dans les années 30, fin des années 30, la femme de Lacan, Julie Bataille, qui était avant la femme de Bataille, retrouve ce tableau, et de fil en aiguille, ils achètent ce tableau. Et à ce moment-là, il y avait une sorte de aussi, où il y avait encore, je crois, le château là, mais je ne sais pas quelque chose s'est démoli dans le mécanisme, mais toujours est-il que Lacan a eu le désir qu'on fasse un autre tableau, un autre cache, et il s'est adressé à Masson. Et Masson a fait quelque chose d'absolument extraordinaire qui s'appelle Terre érotique. Donc c'est quelque chose comme un paysage de terre sur lequel il a dessiné en blanc, très finement, les contours du tableau, du dessin de ce qu'a figuré Courbet. Et là, je me suis rendu compte que Masson donnait la clé. Il nous disait, c'est un paysage. Et c'est terre érotique, donc c'est ce paysage qui est à votre disposition. Voilà. Et bon, et de la même façon, en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte aussi que c'est pas non plus par hasard que la naissance de Vénus de Botticelli est cette force d'impact qui fait que ça a traversé les siècles, parce que quand on regarde le tableau, c'est aussi un paysage. C'est-à-dire tout le tableau tient avec le vent qui s'engouffre dans le voile de Vénus, qui est le prolongement aussi de sa chevelure, qui part aussi qui est comme un cache de son sexe. Et dans le fond, le motif que fait la chevelure de Vénus à cette hauteur-là, c'est comme si c'était un dessin exalté du sexe de Vénus. Et tout ça, ça s'envole, et ça fait qu'on ne se lasse pas de voir cette naissance de Vénus. Alors, il y a également, après il y a une conclusion, je laisse vous dites combien toutes ces images sont en contradiction, et c'est le fond du problème, avec ces images qui se déversent aujourd'hui dans le monde, qui n'ouvrent sur rien, et qui au contraire... Et qui ferment sur tout, et qui se referment sur nous, et qui nous empêchent de retourner à notre nuit. Alors, avant de peut-être donner la parole à telle ou telle personne qui, dans la salle, a des questions à poser, j'aimerais avoir votre avis sur une exposition qui se tient actuellement à Paris, qui est au musée Montmartre, et qui s'appelle « Surréalisme au féminin », avec un point d'interrogation. Et je cite, de façon un petit peu maligne, perverse, ce qui est dit dans la présentation. L'exposition permet de réfléchir non seulement à l'ambivalente position de la femme dans le surréalisme, mais aussi à sa flexibilité, à la capacité d'un des mouvements majeurs du XXe siècle d'intégrer le féminin dans son sein. Réaction? Moi, j'en ai pas tellement, sauf que on m'avait demandé de participer à cette exposition. Je connais un peu les gens qui font ça. J'ai dit que le projet me paraissait, pour moi, ça ne me paraissait pas pertinent comme projet. Et ils ont beaucoup insisté. Pour eux, c'était important. Ils voulaient que je participe, même en disant
que je suis tout à fait contre ça et je n'ai pas accepté. Je ne peux rien dire sur l'exposition elle-même parce que je ne l'ai pas vue encore. J'irai la voir. Mais déjà ça... Mais quand on parle de l'ambivalente position de la femme dans le surréalisme, est-ce que vous l'avez ressenti ? Ben non, je dois dire non, et que je n'étais pas spécialement une muse. Non, pour être un peu plus sérieux, quand même, ce qui est important, enfin moi, ce qui m'a paru important, c'est que, contrairement à d'autres mouvements, enfin des mouvements d'avant-garde, même si le surréalisme ne voulait pas être une avant-garde, mais contrairement au mouvement artistique du XXe siècle, il me semble, moi, que les femmes avaient une part beaucoup plus importante qu'ailleurs. Et pourquoi ? Parce que il ne s'agissait pas de mouvement artistique proprement dit. Il s'agissait d'une autre façon d'être au monde. Bon. Et que, étant là, il s'est trouvé aussi, à part 2 ou 3 personnes qui, comme Meret Oppenheim, comme Toyen, Leonora Carrington aussi, bon, qui elle s'exprimait déjà à travers l'expression plastique, il s'est trouvé qu'un certain nombre de personnes qui étaient de jeunes femmes qui étaient là, eh bien, comme on jouait pas aux artistes et que chacun pouvait être ce qu'il est, que ces personnes qui vraisemblablement n'auraient jamais fait quelque chose, n'auraient jamais eu cette sorte de courage ou d'audace de s'exprimer, se sont exprimées, aussi bien à travers la peinture qu'à travers la poésie, enfin l'écriture. Et que justement, parce que ce n'était pas une réunion de peintres, d'artistes professionnels, il y avait cette liberté que n'importe qui était là pouvait s'exprimer. Et c'est l'inverse, en quelque sorte, de ce qu'on essaye de me faire croire. En ce qui me concerne, moi, je suis arrivée, je n'avais rien fait. J'étais attirée par ça. On ne m'a pas demandé si j'avais écrit quelque chose, on ne m'a rien demandé. On ne savait pas si je peignais, c'est rien du tout. Donc c'est aussi parce que c'était une autre façon d'être et que aussi en retravaillant, en réfléchissant à ces questions-là, justement avec l'exposition, au moment de l'exposition Toyen, je me suis aperçue qu'on se trouvait avec une sorte de constellation, là véritablement, constellation surréaliste, qui est que, eh bien, la liberté des uns était garante de la liberté des autres. Et c'était valable pour tous ceux qui étaient là, filles ou garçons. Et c'est cette sorte de... Et c'est aussi la force c'est pourquoi le surréalisme a quand même eu une sorte d'impact considérable au XXe siècle. C'est parce que c'est un nouveau lieu s'est ouvert. C'était un lieu, une sorte d'utopie réalisée. Bon, avec ses faiblesses, il y a eu des moments où ça n'a pas marché. Évidemment, étant donné la passion et la force pulsionnelle des êtres qui étaient là, donc il y avait des moments très violents, il y avait des moments aussi de régression, comme dans tous les groupements humains, mais il n'empêche que ça a été quand même cette ouverture-là, cet espace ouvert, et c'est pas par hasard que Breton, je crois, je sais plus, c'est dès le premier manifeste, il parle d'un lieu, je pense, à un château en ruine où les gens passent. Les gens sont passés, et les gens qui quand même énormément de personnes qui ont déterminé ce qui a fait qu'on peut un peu mieux respirer quand même, sont passés par là. Parce qu'il y avait cette sorte de qualité. Et donc, c'est pour ça que c'est tellement réducteur de mettre le surréalisme au féminin. Ça ne veut rien dire. Et puis, le point d'interrogation, ça veut dire qu'on ne sait pas où on va. Et ça me fait penser à cette citation de Sade. Je ne sais pas bien citer les trucs exactement, mais c'est « Les trembleurs me désespèrent car ils n'ont que des moitiés d'idées. Et il ferait mieux de ne rien écrire que de... » Voilà. Bon, c'est ça. Mais c'est un peu ça, quoi. Mais ça va avec aussi... La grande entreprise de neutralisation actuelle, parce que, bon, alors, avec le surréalisme, évidemment, parce que c'est comme ça que c'est la possibilité que ça existe maintenant à travers ça, mais tout ce qui importe, se trouve, il y a une entreprise de neutralisation totale.
et du coup de ne pas perdre du sens, quoi. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser des questions, participer à ce débat, qui n'est pas qu'un débat entre deux personnes, bien sûr, et dont je n'ai pas l'exclusivité, cela va sans dire. Je viens à vous. Je vais parler. J'ai beaucoup apprécié les tout derniers propos concernant la place des femmes, et ça me fait penser au dernier livre de Gérard Guégan consacré à Sonia Mossé, éphémère étoile qui s'est rapprochée du mouvement surréaliste et qui a participé à la grande exposition, je ne sais plus de quelle année, 38 par là. Et ce Gérard Guégan que vous avez cité en préambule, en introduction de cette causerie, lui a consacré un livre. Bon, la pauvre est décédée dans un camp de concentration car elle était juive. Oui, il y a eu comme ça des personnages qui ont passé aussi comme des étoiles filantes. Oui. Oui, oui. Et bon, et c'était ça aussi qui faisait que ça avait que c'est quand même différent un peu de ce qui se passait par ailleurs. Disons qu'il y avait une exigence, mais pas une marque déposée. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Et encore, même l'exigence, c'était plutôt que les gens ne se contredisent pas, quoi. Oui. Ouais. C'est plutôt c'est plutôt une sorte de conquête. Ça peut être un peu bizarre formulé comme ça, mais une sorte de conquête collective de la souveraineté. C'est-à-dire que la singularité de chacun aidait les autres à être encore plus singuliers. Et c'est ça qui était intéressant là-dedans. Autre question? Je sais pas. Je ne vais pas peut-être enfin, si, je vais poser la question sur comment voyez-vous l'évolution actuellement vous avez beaucoup écrit sur le néo-féminisme. J'imagine que vous avez un peu de recul par rapport aux quotas ou par rapport à tout ce qui actuellement occupe les médias, de savoir si les femmes ont leur place dans la société. Ou dans la société, ou en tout cas dans l'image que l'on veut donner de la société. Bon, comme c'est en 77, moi j'étais déjà intervenue, j'avais pas tellement envie de recommencer. Oui. Enfin, j'ai été intervenue sur la question. C'est parce que, justement, parce que la liberté des femmes m'importait beaucoup. Et que il m'a semblé que dans ces années-là, c'est-à-dire quand à la fois il y a eu mai 68, mais la chose la plus importante, ça avait été pour les femmes, c'était la pilule. Parce que tout d'un coup, on pouvait être libre. Avant, on ne l'était pas. C'était quelque chose d'effrayant. Donc, à partir du moment où les femmes ont eu l'accès libre à la pilule, tout changeait. C'était une sorte de révolution, pour moi, anthropologique. Et à ce moment-là, le monde pouvait changer, on pouvait être différemment au monde, différemment au monde, j'ai été prise d'une sorte de désespoir quand j'ai vu comment les filles qui se prétendaient féministes, qui prétendaient libérer les femmes, retombaient dans toutes les ornières idéologiques que la gauche n'avait su éviter. Et c'est ça qui m'a... Et tout d'un coup, à un moment, donc j'ai écrit ce livre très violent qui s'appelait « Lâcher tout », et c'était 77, et à ce moment-là, je sais, on m'a dit, même on l'a répété, et maintenant il y a la certitude, qu'il y a eu un désir comme je mettais en cause tout ça, justement, en disant qu'est-ce que c'est que cette liberté-là alors que justement, et en plus c'était aussi bâti sur l'ignorance, c'est-à-dire on faisait comme si il n'y avait pas eu justement des femmes qui avaient essayé de vivre autrement et qui s'étaient battues aussi bien en passant par le romantisme allemand que par la tradition anarchiste qui a été parmi les premières féministes, où il y avait les premières féministes, et en particulier aussi au moment de la Commune, les femmes ont eu une importance considérable. Et on faisait comme si, ne parlons pas de l'âme de Gouges, à ce moment-là, personne ne savait qui c'était, on faisait comme si ça n'existait pas. Et là, moi, ça m'a terrorisée à la fois cette ignorance et cette satisfaction dans l'ignorance, et en même temps,
on arrivait à la censure. Parce qu'un des points culminants, ça a été au moment où Gizia Halimi a créé un truc qui s'appelait Programme commun des femmes. Oui, voilà, c'est ça. Bon, elle avait créé un truc qui s'appelait le Programme commun des femmes. Alors, autant on ne pouvait être que à la fois admiratif, soutenir le combat qu'avaient les deux combats très forts qu'avait mené Gisèle Halimi d'un côté pour à cause au moment du procès de à propos de Djamila Boupacha, qui était cette jeune femme qui avait été violée par les parachutistes, la militante du FLN. Et d'un autre côté, après, avec le procès de Bobigny, où ça a été quand même une victoire formidable pour la question de l'avortement. Mais au fur et à mesure, Gisèle Halimi a cherché une sorte de pouvoir, et tout d'un coup, il s'est mis en place une sorte d'institution qui était comme des dames patronesses qui commençaient à gérer la condition des femmes au moment où elles étaient au moment où elles pouvaient inventer leur liberté. Donc ma violence, ça a été ça, et du coup, il y a eu une émission de télévision où j'avais... Bernard Pivot. Oui, à ce moment-là, j'étais très contre aussi la télévision. Mais comme la rumeur avait été répandue dans Paris que c'était pas possible que ce soit une femme qui écrit ça. Donc, je suis allée pour montrer que c'était moi. Hein. Et là, j'ai commencé à dire, et ce que je pense aujourd'hui encore, c'est qu'un mouvement de libération qui commence par censurer, parce que c'était ça le programme commun des femmes de Gisèle Halimi. Donc on censurait Sade, n'en parlons pas, on censurait Nietzsche, on censurait... Belle-mère, compagnie. Enfin, vraiment, il y avait l'embarras du choix pour censurer. Et alors moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, quelle liberté on nous promet quand on commence par censurer. Et là, ça quand même, à ce moment-là, ça a déstabilisé tout ça. Dernière question peut-être. Vous citez dans votre ouvrage, le dernier, une injonction de Victor Hugo qui dit « extravaguer ». Ouais. Quelle est la place aujourd'hui pour l'extravagance ? C'est l'opposé, actuellement, justement. Justement, il faut absolument vous enfermer, et on vous enferme dans les communautés, des communautés d'internautes, où se rassemblent les gens qui se ressemblent. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'effrayant. Donc tout ça, c'est vraiment, on est dans quelque chose de très inquiétant. C'est un nouvel obscurantisme qui, en même temps, par la force de la technologie qui est vertigineuse, ramène tous les obscurantismes. Et ça, c'est très grave. C'est pour ça, extravaguer. Voilà. Merci beaucoup. Non, et ce que je voudrais ajouter, c'est que ce truc-là, mon parcours, là, ce petit voyage-là que j'ai fait, moi, je pense que chacun a des images comme ça. Ça peut être des images de films, ça peut être des choses, ça peut être aussi des souvenirs, ça peut être des choses, mais que je pense que chacun est en mesure de reconstruire quelque chose comme son monde intérieur qu'on est en train de nous voler. Et c'est pour ça que je fais allusion à la fin du livre, à la reprise individuelle des anarchistes, à la théorie des anarchistes du début de la fin du 19 et du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui voulaient la reprise individuelle. Il s'agit de reprendre à ce monde ce dont il nous a spoliés. C'est de ça dont il s'agit. Alors, extravaguer, vous pouvez, chacun parce que j'ai parlé même d'images filantes, c'est des images qui tout d'un coup éclairent et à partir desquelles on peut retrouver, pour faire comme le petit garçon, pouvoir être plus grand avec son ombre. Merci beaucoup. L'ouvrage d'Annie Lebrun, La vitesse de l'ombre, est publié aux éditions Flammarion. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée mercredi 7 juin 2023 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.